Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismart, émission en direct. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment pour cette émission de rentrée. On parlera emploi, on parlera RH, de tous les sujets qui traitent de l'emploi dans une actualité, dans une rentrée un peu particulière. On va bien sûr le découvrir dans nos émissions et dans cette émission. Working Progress, c'est notre rubrique, vous la connaissez avec les invités de Welcome to the Jungle. On parlera de vacances illimitées, oui, et ben pourquoi pas. On découvrira ce concept venu des États-Unis. Et puis dans le cercle RH, eh bien, on s'intéressera aux nouvelles règles sanitaires. Elles vont démarrer dès le 1er septembre. C'est un casse-tête pour les entreprises. Il faudra porter le masque ou télétravailler. On fera le point avec nos invités dans le cercle RH. Et puis, fenêtre sur l'emploi, ce seront les chiffres de l'emploi. Vous connaissez notre rubrique. Très heureux d'être avec vous, évidemment, ce matin. Et on commence tout de suite par notre rubrique Working Progress avec Welcome to the Jungle. Marie Ouvrard, merci d'être avec nous. On aura deux invités, d'abord dans Working Progress, puis dans Travailler demain. Ceux qui nous suivent connaissent le rubricage. Vacances illimitées, on va avoir un invité. C'est quoi ces vacances illimitées ? Alors en fait, plusieurs entreprises aux États-Unis et aujourd'hui en France ont décidé de permettre à leurs salariés de prendre des vacances en illimité, c'est-à-dire de poser un nombre de congés à leur guise chaque année. Donc on va essayer de découvrir si c'est un concept formidable, si c'est aussi bien que ça pour les salariés et pour les entreprises. Ça fait rêver comme ça, hein ? Ça fait rêver, moi ça me fait rêver. Et votre invité ? Et alors mon invité, le premier invité, c'est Sébastien Hoff, qui est psychologue du travail, donc il va nous dire pourquoi finalement ça peut être important pour une entreprise et pour les salariés. Et puis notre deuxième invité sera le cofondateur de Pop Chef, qui est une entreprise française qui a décidé de mettre cette politique en place dans son entreprise. Alors Sébastien Hoff est avec nous peut-être en Skype. Je ne sais pas d'ailleurs si Sébastien est avec nous. Si on l'a, eh bien on va le découvrir. Oui Sébastien. Bonjour. C'est magique la technologie. C'est magique, voilà. C'est incroyable. On parle de vous, vous apparaissez à l'écran. Sébastien Hoff, vous êtes psychologue du travail, nous disait Marie Ouvrard. Qu'est-ce qui se passe avec ces vacances illimitées ? Alors justement, Sébastien, je ne sais pas si... Alors, est-ce qu'il nous entend ? Oui, il nous entend, bien sûr. Ok, il nous entend. Sébastien, déjà, d'abord, moi, je voudrais vous poser comme question, pourquoi est-ce que c'est important que les salariés prennent des vacances et prennent suffisamment de vacances ? Parce que c'est même pas forcément juste la question que ce soit illimité. Oui, en fait... La question par rapport aux vacances, elle est relativement simple, c'est que du coup toutes nos vacances en fait sont déterminées à prendre du repos, à se reposer, à pouvoir mettre un petit peu en repos à la fois le côté psychique, c'est-à-dire prendre du temps pour faire autre chose que travailler, mais également développer tout un tas de créativité dont on va pouvoir avoir besoin également dans le cadre du travail. Le congé, avant tout, c'est permettre le repos afin de développer des capacités et de retrouver des capacités de travail suffisamment importantes pour que finalement tout le monde s'y retrouve, à la fois l'employeur et puis le salarié, pour avoir autre chose que la vie professionnelle, sachant que notre culture nous construit tout autour du travail. C'est le travail finalement qui est le plus important pour la vie de tous les Français. Notre culture nous développe en disant qu'il faut faire des études, etc. pour arriver à un travail, et ensuite nous aurons à construire notre vie de famille, notre vie d'à côté. Et donc l'idée c'est de pouvoir garantir le fait que ça se passe bien au travail, mais aussi de développer l'aspect d'à côté, c'est-à-dire la vie familiale, amicale, et du coup tous les à côté qu'on peut avoir. Et est-ce que aussi, vous avez pu constater que plus on prenait de vacances, plus on prenait de congés et de repos, justement, ou plus on trouvait cet équilibre vie pro, vie perso, plus on était productif ou plus à l'aise ou meilleur au travail ? En fait, le repos, il est nécessaire, il est construit déjà juridiquement. En fait, on a besoin de congés, et ça a été construit dans notre histoire de France. Et donc, l'idée, c'est de se dire que ces éléments-là sont nécessaires pour pouvoir développer une productivité finalement plus importante. Aujourd'hui, vous l'avez bien vu avec l'effet des 35 heures, depuis la mise en place des 35 heures, où on est censé avoir moins de travail en temps effectif, la productivité des Français a explosé. On fait partie des populations dans le monde où on est les plus productifs finalement au monde, ce qui veut dire que c'est pas finalement le temps de travail qui est nécessaire, c'est aussi le temps de repos qui permet entre guillemets à une productivité plus importante de la part de chaque Français. Donc en fait on a besoin malgré tout de nos congés. Je peux vous poser une question. J'ai lu qu'au Japon, qui était le pays où on travaillait énormément, où les cadres étaient surbookés, surmenés, ils avaient tenté, c'est Microsoft Japon qui a tenté l'expérience, et ça marche. C'est étrange, non, que ce pays lui aussi change de paradigme ?
de prendre des congés, c'est ça? Ouais, Parce que du coup, ils n'ont pas beaucoup de jours de bah non, ils en ont faire- peu, mais Microsoft a essayé Ils l'expérience. ont essayé effectivement la semaine de 4 jours aussi. Exactement, et ça a marché. C'est intéressant que cette entreprise le fasse au Japon, qui est le pays où on fait beaucoup d'heures. Oui, mais en même temps, vous avez pris le Japon, on aurait pu prendre d'autres types de cultures. Le Japon a une particularité culturelle, c'est que du coup, ils sont quand même très très impliqués dans leurs entreprises. Grosso modo, la marque de l'entreprise, c'est quand même la marque pour les personnes. Ils l'ont quasiment intégré corporellement finalement, et c'est leur culture. Nous, on n'est pas si éloignés que ça non plus de cette réalité. Les Français, autant que les Japonais, sont très impliqués. Donc, si ça marche effectivement dans ce cas de pays et de culture, je suis pas tellement étonné vis-à-vis de tout ça. Et en France, on est très impliqué, on a besoin de ce travail, on a besoin de se réaliser dans le cadre du travail. La place du travail est énorme pour chacun d'entre nous. Et donc, du coup, à mon sens, je suis pas très étonné que finalement, en prenant 4 jours seulement au Japon, ils deviennent encore plus productifs. Je pense qu'ils l'étaient déjà largement, mais gagner un peu de temps de repos permet effectivement peut-être de développer d'autres compétences, d'autres aspects et faire en sorte que les gens puissent être le plus opérationnels possible dans la durée en tant que tel. Et alors vous, en tant que psychologue du travail, qu'est-ce que vous pensez justement de ce concept de vacances illimitées? Alors, enfin, ce concept, il vient d'un autre pays, d'une autre culture que la nôtre. Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'on essaye d'intégrer finalement dans notre culture des choses qui n'ont pas finalement lieu d'être en tant que telles. Du point de vue du droit du travail, enfin je ne vais pas donner mon avis complètement perso, mais si on se pointe différents points de vue, dans le droit du travail, il y a un contrat de travail qui définit le temps du salarié qu'il donne à son employeur. On donne ce qu'on a de plus précieux au monde, c'est notre temps. On le file à l'employeur et puis on donne un peu nos compétences et nos savoir-faire afin de réaliser une mission que l'employeur nous donne. Je dirais, à partir du moment où on est dans une relation contractuelle, on définit à la fois le temps de travail et donc le temps de repos qui est nécessaire. À partir du moment où cet aspect de vacances illimitées est mis en place, c'est comme si effectivement la responsabilité de l'employeur de dire « je dois mettre en place les congés pour les salariés » était redonnée au salarié lui-même en disant « c'est à toi de gérer finalement tes congés ». Parce que dans pas mal d'entreprises qui ont pu mettre en place cet aspect de vacances illimitées, c'était aux salariés de gérer finalement ses congés quand il souhaitait le prendre, quand c'était possible finalement pour lui. Et à partir de ce moment-là, du coup, le salarié doit avoir cette responsabilité de prendre ses congés, mais on ne va pas lui enlever nécessairement la charge de travail nécessaire. Et c'est à lui de gérer cette charge de travail qui est toujours pensée plutôt par finalement l'entreprise, l'employeur, etc. Et ça incombe au salarié de savoir gérer comment il va faire pour ne plus travailler ou se donner ces temps de repos. Et donc, du coup, il pourrait être reproché au salarié de ne pas prendre de congé. Et du coup, de dire finalement il est trop impliqué et c'est là où il pourrait se mettre à mal, ou à contrario, on va dire il va prendre trop de congés et donc du coup il ne fait plus sa mission telle qu'il est censé la faire pour l'employeur et ça risque de poser un certain nombre de soucis. La responsabilité du coup devrait se porter sur finalement qui doit valider les congés. Est-ce que c'est encore le salarié ou est-ce que c'est l'employeur? Est-ce qu'il faut faire plus d'heures? Qui n'a pas été confronté à un moment donné à faire plus d'heures avant de prendre ses congés? Et qui non plus n'a pas été concerné par travailler pendant ses congés. Donc du coup, ça pose la question, est-ce que c'est encore des congés à ce moment-là? Et puis ça pose un autre problème d'injustice vis-à-vis des autres salariés. Il va y avoir des différences significatives interindividuelles sur le fait de prendre des congés ou de ne pas en prendre. Vous avez vu certainement des statistiques aux États-Unis, etc. Alors il y a des stats qui disent ça fonctionne et puis il y a des stats qui disent ça fonctionne moins. C'est-à-dire que certains salariés pourraient ne pas prendre la totalité des congés auxquels il aurait le droit. Et donc, du coup, même si on met en place les vacances illimitées, certains pourraient ne pas prendre des congés, quand d'autres pourraient prendre quelques congés supplémentaires aux droits qu'ils pourraient déjà avoir au préalable. Et donc, dans ces cas-là, il va y avoir des différences entre les gens. Et du coup, ça pourrait créer des tensions et des conflits, finalement, dans les collectifs de travail, en imaginant que, finalement, c'est la responsabilité individuelle de prendre ou pas, finalement, ces congés. Vous m'entendez? Avoir les choses pas toujours super positivement vis-à-vis de tout ça. Vous entendez Sébastien?
Oui, ça y est. Juste un mot, il y a quand même le télétravail, il nous reste 1 minute 30, mais c'est très court. Il y a quand même le télétravail qui dérégule cette relation entre temps de travail et temps libre, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'interconnexion des deux. Oui. Alors, du coup, vous avez vu, dans la période de confinement, le télétravail a été généralisé, et à partir du moment où il est généralisé, finalement, on a vu que les gens étaient extrêmement impliqués. Il y avait cette volonté aussi de montrer à l'employeur que du coup, on était bien impliqué dans le travail, qu'on le faisait un maximum, etc., alors que les conditions n'étaient pas toujours les plus favorables. Du coup, le télétravail, il y a eu quand même une forme de leurre derrière tout ça, c'est-à-dire que, grosso modo, on a imposé le télétravail à tous, alors que c'est censé être une modalité de travail. C'est pas censé être le travail en tant que tel. Du coup, ça définit pas nécessairement le travail qu'on doit réaliser. Ça reste une modalité de travail. Merci. Et on ne peut pas comparer, je pense, le télétravail avec les vacances. C'est quand même pas du tout la même chose. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et vous, Sébastien, vous avez à gérer votre temps de travail et votre temps libre, parce que souvent, ceux qui conseillent ne sont pas forcément ceux qui appliquent. En étant libéral, effectivement, du coup, je suis mon propre employeur, donc je suis à la fois le salarié de mon activité et je suis en même temps l'employeur. Donc, c'est à moi de gérer effectivement le temps que je mets en place pour le travail et le temps de repos que je mets en place par ailleurs. Comme tout un tas de professions libérales et indépendantes, etc., on dépasse le quota horaire fixé par le cadre légal du Code du travail, mais comme on n'est pas soumis au Code du travail, ça pose, on va dire, moins de problèmes. Cela dit, je prends quand même toutes les semaines de congé auxquelles auraient droit finalement les salariés, et plus je m'octroie du temps de temps en temps qui pourrait s'apparenter à des formes de RTT. Voilà, donc du coup, je fais aussi ma part du travail me concernant. Merci Sébastien. Prenez soin de vous, Sébastien Haut, vous êtes psychologue du travail dans un cabinet qui s'appelle Ensemble sortons du labyrinthe. On continue, Marie, avec Travailler demain, et on reste là aussi sur ces vacances illimitées. Travailler demain. Et demain, on reste avec les vacances. On a entendu ce psychologue. Et là, vous avez un chef d'entreprise qui, lui, utilise ces vacances illimitées. Tout à fait. On est avec Briac Lessure, qui est cofondateur de Pop Chef, donc une entreprise de la food tech qui réinvente le service de restauration dans les entreprises. C'est ça. Vous, chez Pop Chef, vous avez mis en place, du coup, les vacances illimitées. Quand est-ce que cette décision a été prise et pourquoi, surtout, vous avez décidé d'offrir ça à vos salariés? Alors, on a donc lancé Pop Chef en 2015. Aujourd'hui, on est le leader français de la food tech en B2B. Et en fait, dès le recrutement du premier salarié, on s'est dit qu'il fallait qu'on applique à nos salariés l'emploi du temps qu'on s'appliquait à nous-mêmes. C'est-à-dire un emploi du temps qui est extrêmement libre. En fait, dès le départ, on a choisi de ne pas imposer de contraintes, notamment sur les horaires. Le constat de base, c'est quoi? C'est de dire que quand on recrute quelqu'un, il faut savoir lui faire confiance. Et lui faire confiance, ça veut dire lui laisser la possibilité de s'organiser comme il veut. Et puis de ça, a découlé une organisation du travail où on responsabilise énormément les salariés. Et la conclusion de tout ça, c'est en fait de mettre en place des vacances illimitées, parce que si le salarié a le droit de travailler quand il veut, finalement, il faut aussi qu'il puisse prendre ses vacances quand il le souhaite. Et de mémoire, on a été les premiers en fait en France à mettre ce système en place. Mais ils posent leur congé quand même. Enfin, ils posent leur congé. Il y a une feuille. Techniquement, il y a une validation via le logiciel, mais en fait, moi, quand on me fait une demande de congé, je regarde, je valide, je ne challenge même pas, et puis après, je laisse le soin au manager de l'équipe de le faire. Et alors très concrètement, comment ça se passe justement? Un salarié qui veut poser, je sais pas, 1 mois, 2 mois à la suite, peut le faire, peut poser, je sais pas, 100 jours de congé. Ouais, alors en fait, je pense que la question que vous allez me poser aussi, c'est in fine, est-ce que les salariés prennent plus de vacances? Ah oui. Un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. C'est-à-dire au-delà des 5 semaines légales? Au-delà des 5 semaines légales. Mais en fait, je trouve que ce qui est assez fort en fait chez nous, chez Pop Chef, c'est que les gens se sentent très impliqués, sont très impliqués parce qu'on leur fait confiance, et ils apprécient surtout le fait de pouvoir de temps en temps poser une après-midi sans se sentir jugés au moment où ils vont claquer la porte du bureau. Oui, ça ne se joue pas que sur des longues périodes, ça peut être un après-midi de repos. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, moi le premier, ce week-end, je suis parti, je suis revenu ce matin. J'arrive dans les bureaux, je suis arrivé dans les bureaux à 9h et ça pose pas de problème. Vous êtes le patron quand même.
Ouais, je sais pas si. Et du coup, est-ce que oui, patron, c'est toujours un peu différent, mais en réalité pas tant que ça, puisque là, du coup, quasiment les salariés ont presque les mêmes avantages que vous en termes de congés. Ouais. Le patron a peu d'avantages, hein, finalement. Ça sera le sujet d'une autre chronique, je pense. Voilà. Mais effectivement, comment ça se passe auprès des salariés? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec cette idée-là? Est-ce que parfois ça peut créer aussi certaines tensions de voir certains qui vont prendre plus ou moins de congés? On se regarde. Pas trop pour le moment. Aujourd'hui, on reste une entreprise à taille humaine, je dirais. On est une 50aine de collaborateurs. Je sens que parfois, honnêtement, ça peut poser des problèmes parce que certains prennent plus de vacances que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, au début, les gens ont eu du mal, entre guillemets, à prendre le pli. On a tellement une culture des horaires en France qu'au départ, les gens avaient du mal à poser un vendredi après-midi ou arriver un peu tard un matin, etc. Et pour être concret, pour ceux qui nous regardent, c'est décompter des vacances, des 5 ou 6 semaines que vous accordez aux salariés. C'est-à-dire qu'on les retire et au final, ce salarié ne peut pas prendre 2 mois d'affilée, à moins qu'il ait beaucoup de récupération, pour être très concret. Pour être très concret, les congés payés illimités, ça veut dire que le salarié peut prendre autant de congés qu'il veut et qui seront payés. D'accord, mais ça c'est non mais qu'on l'entende bien. C'est effectivement important. Quand c'est dit, c'est plus clair. Ouais, c'est ça. Ce sont pas des congés sans solde, ce sont des congés qui sont payés en illimité. D'accord. Ou irrefusable, puisque a priori, c'est le deal entre le salarié et le coût pour vous, parce qu'il y a quand même un calcul à faire. Vous avez un directeur financier qui vous dit attention, si tout le monde prend 2 mois, on va pas y arriver. Oui, effectivement, c'est vrai. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, on a une organisation du travail où on va définir les objectifs avec les salariés. Et donc, quand les objectifs ne sont pas atteints, ne sont pas terminés, les gens ne partent pas en vacances. Donc, comme les objectifs sont co-construits, il est assez peu probable que quelqu'un parte 6 mois en vacances. Travaille en amont sur l'objectif. Voilà. Ouais, c'est vraiment lié aussi à la culture d'entreprise, à la culture managériale, j'imagine. Quels sont un peu les conseils que vous pourriez donner, les points de vigilance un peu sur le rapport de confiance peut-être à entretenir avec le salarié? Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner là-dessus. On a encore une entreprise qui est très jeune, mais sans rentrer dans les chiffres, on demande souvent est-ce que vous sentez que vos salariés sont plus productifs? Oui. Je ne pourrais pas vous le démontrer. J'ai le sentiment qu'avec la petite équipe qu'on a, on arrive à très bien délivrer. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est qu'on voit dans l'attitude que les gens sont impliqués. Il y a très très peu de turnover dans l'entreprise. C'est un signe important. Tout le socle de base de l'équipe PopChef, tous mes directeurs de pôle, en fait, sont là depuis le début de l'aventure. Ça fait qu'on a une entreprise qui est extrêmement productive, à mon avis. C'est très intéressant. Et est-ce que justement, c'est pas parfois, enfin, j'imagine que vous l'aviez imaginé, est-ce que ça peut pas être un contre-argument, c'est-à-dire de se dire que les gens peuvent rester chez PopChef parce qu'il y a les vacances illimitées et donc du coup restent peut-être dans l'entreprise pour de mauvaises raisons, comme d'autres avantages d'entreprise, hein, évidemment. Non, je ne pense pas. Vous savez, je pense que quand on n'est pas heureux dans une entreprise, vacances illimitées ou non, il y a un moment on s'en va. Finalement, on décide de partir. Et puis. D'ailleurs, nous, on n'a jamais licencié quelqu'un. Tous les départs, il y en a eu assez peu, se sont faits en bonne intelligence. Quand quelqu'un est démotivé, je sais que parfois, il peut avoir peur de venir me voir. C'est un argument de recrutement avant de nous quitter? C'est-à-dire que le candidat qui vient, qui dit j'ai vu que PopChef, c'était les vacances illimitées. Je ne pense pas convaincre les candidats, en tout cas, j'espère pas, grâce aux vacances illimitées. On les convainc grâce à toute la culture d'entreprise qu'on a mise en place, tout ce qu'on a évoqué. Les vacances illimitées, finalement, c'est simplement une sorte de mot-clé, une conséquence finale de tout ce qu'on a fait, mais ce n'est pas du tout le socle de base. Merci beaucoup Briac Lescure. Vous êtes le cofondateur de PopChef, une jeune entreprise qui a démarré en 2015 et qui propose cet avantage, si on peut l'appeler comme ça, de vacances illimitées, et ça vous donne le sourire. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Marie, on se retrouve demain pour une nouvelle rubrique de Working Progress. Tout de suite, on fait une courte pause. On se retrouve juste après pour retrouver le JT de l'emploi de Cécilia Sévry. Retour sur le plateau de Smart Job à la rencontre de Cécilia Sévry pour son JT quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, reporté mais pas modifié. Le plan de relance restera
intacte d'ici la semaine prochaine assurée. Ce matin, Bruno Le Maire, interrogé au micro d'RTL, le ministre assure que le plan est prêt. Samedi, le gouvernement a annoncé le report de la présentation prévue ce mardi. Organiser les mesures de protection autour des entreprises mais aussi des établissements scolaires est la priorité affichée. Un conseil de défense consacré à l'épidémie se tiendra donc mardi à l'Elysée. Pour rappel, le plan de relance prévoit 100 milliards d'euros, dont 30 seront consacrés à la transition écologique. Malgré ce report, les détails commencent à émerger. Hier, les Échos en dévoilent un. Jusqu'à 5000 emplois seront à pourvoir chez Pôle emploi. Le volet compétences du plan prévoit de renforcer les effectifs de Pôle emploi via des embauches. Une fourchette de 3000 à 5000 CDD. Ces embauches réalisées en plusieurs étapes entre 2020 et 2021 démarreront dès le mois prochain. Elles sont jugées indispensables pour assurer la gestion de la montée du nombre de chômeurs. 4,2 millions de demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi sans activité fin juin. Et puis des recrutements encore, mais cette fois à Cherbourg, la société LM Wind Power recrute 250 personnes. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de pales d'éoliennes propose un forum emploi dès demain et jusqu'au jeudi 27 août à la salle des fêtes de Cherbourg. Plusieurs professionnels seront présents pour présenter les différentes branches, production, maintenance, qualité et logistique. 5 réunions d'information collective permettront de présenter le métier d'opérateur de production. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud. Merci Cécilia, on se retrouve demain pour un nouveau JT en direct évidemment, parce que je vous rappelle que Smart Job est en direct chaque jour. Très heureux de vous retrouver et de vous accueillir pour notre cercle RH. Le cercle RH, c'est notre débat autour de tous les sujets d'actualité qui traitent de l'emploi. Et on va parler évidemment de cette information. Alors, vous étiez peut-être en vacances, mais elle est tombée au cœur de l'été, 17-18 août. La ministre a annoncé bien qu'au 1er septembre, il y avait un port du masque obligatoire dans les entreprises. Port du masque ou télétravail. 2 options possibles. Il y avait évidemment des salariés qui sont obligés d'être au travail, donc ils portent le masque. Ce qui a posé un certain nombre de questions, un peu de fatalisme d'ailleurs chez les syndicats patronaux qui ont dit après tout, on va s'adapter. Mais des inquiétudes sur le coût de ces masques, sur la manière dont les salariés vont organiser leur travail, et puis sur la fin des open space aussi, parce que c'est un autre sujet. On avait créé des grands open space, c'est fini. Ceux qui ne porteront pas de masque, eh bien, sont ceux qui ont des bureaux fermés. On nous avait dit il y a 10 ans que c'était fini, les bureaux fermés. Eh bien, patatras. Et puis on nous annonce aussi, parce que j'ai mon masque dans ma poche, que même les émissions de télé pourraient être faites avec des masques. Oui, peut-être un jour, Smart Job avec un masque. En tout cas, c'est ce qu'a évoqué le gouvernement. Pour en parler, mes invités, Mathias Bassino, merci d'être avec nous, directeur général associé de mesplacements.fr, qui est une entreprise qui a été créée en 1999, que vous avez repris récemment, assurance vie, épargne retraite, défiscalisation immobilier, et vous êtes le vice-président de la Fondation Concorde, et vous avez plusieurs choses à nous dire aujourd'hui sur le plateau. Merci d'être là. Fabrice Allégoët, bonjour. Vous êtes formateur en droit social et DRH, consultant chez Ingenium Consultant. On fera le point parce qu'il y a des litiges qui se profilent, des conflits au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de sujets et on va en parler avec vous. Et puis, nous sommes avec Marc Sanchez. Il est avec nous par Skype, secrétaire général du syndicat des indépendants. Merci d'être avec nous, Marc Sanchez. C'est à vous que j'ai envie de poser la première question, parce que vous êtes un représentant syndical. Comment vous avez réagi au cœur de l'été lorsque vous avez appris qu'un décret allait surseoir au règlement intérieur des entreprises et que dorénavant le masque serait obligatoire? Fataliste, vous avez été un peu agacé? Je dirais plutôt agacé, donc bonjour d'abord. Et oui, on a été plutôt agacé de la décision du Premier ministre de généraliser le masque, d'autant que c'est une non-décision dans le sens où il faut savoir que dans beaucoup de TPE, ce dispositif était déjà mis en application depuis un temps certain. On ne nous a pas posé d'ailleurs la question quand il fallait le mettre en place et qu'on n'avait aucun moyen à disposition, comment il fallait faire. Donc on a trouvé ça un peu infantilisant. Alors peut-être que la situation sanitaire justifiait, on va dire, une annonce un petit peu plus psychotique quelque part, mais de manière générale, on a plutôt considéré que
on avait le maître d'école qui sifflait la fin de la récréation. Et ça nous a un petit peu, agacé, c'est le mot. C'est intéressant ce que vous dites, on va en débattre. Il y a le mot infantilisation dans le côté maître d'école. On dit à l'entreprise, vous devez vous plier à un décret. Je voudrais simplement vous montrer ces chiffres, ils sont intéressants parce que c'est les chiffres du jour. 4 897 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, ça c'est sur l'ensemble du territoire. Il y a 24% des clusters sur 333 qui sont situés en entreprise. Et quand on analyse un peu plus finement, on découvre, Mathias Bacchino, vous qui êtes dans la finance, que ce sont plutôt des abattoirs. C'est intéressant, beaucoup de clusters ont été fixés sur des abattoirs. À la fois le chef d'entreprise que vous êtes, mais aussi le vice-président de la Fondation Concorde, comment vous avez regardé cette décision-là? J'entends un représentant qui dit c'est le maître d'école qui siffle, les entreprises sont devenues des enfants, comme ça qu'on aligne dans la cour, il faut se mettre en rang. Ça vous a agacé ou vous dites après tout, ce sont des règles sanitaires, l'épidémie gagne du terrain et on n'a pas le choix? La toute première chose à dire peut-être, c'est que je ne connais pas un seul entrepreneur, patron de PME, qui n'ait pas comme priorité à cœur de protéger ses salariés. Quand on travaille dans une PME, c'est le cas de plusieurs millions de Français, on sait que la plupart du temps, dans ces entreprises, le dialogue social de terrain fonctionne. Il a fonctionné dès le mois de mars. Les entreprises n'ont pas attendu la verticalité d'un État omnipotent pour agir, bien au contraire. En mars, il n'y avait pas de masque, il faut le rappeler. C'est ce qu'évoquait Marc Et pourtant, Sanchez. les entrepreneurs se débrouillaient pour en trouver. Donc, je partage là le point de vue de Marc Sanchez, puisque effectivement, cette infantilisation, cette uniformisation des consignes n'est pas acceptable, en tout cas n'est pas adaptée au monde de l'entreprise tel qu'il fonctionne aujourd'hui. L'uniformisation. Bien sûr. Une seule tête, tout le monde le masque. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de la DARES, par exemple, qu'on ne peut pas accuser de ne pas être honnête dans ses études, on s'aperçoit que en fait, la situation est très différente. Vous avez un gros tiers des salariés qui peuvent passer en télétravail potentiellement. Vous avez environ 25% des salariés qui sont exposés à un risque fréquent de contamination. C'est ce qu'on l'on a appelé pendant la crise les premières lignes, et j'y reviendrai. Ceux qui sont en contact direct avec le public. Et qui sont essentiels, dont la mission peut parfois être considérée comme une mission de para-service public, si on peut dire. Et là, le coût du masque, la question se pose. Est-ce que c'est à l'entreprise de le financer pour eux, bien sûr? Et puis vous avez aussi un gros tiers des salariés qui sont exposés, selon la DARES, à un risque très ponctuel ou très faible d'exposition au virus. Quand on est dans un open space où on a installé des plexiglas qui séparent, quand on a installé des distributeurs de gel hydroalcoolique dans l'ensemble des bureaux, qu'on est une trentaine, qu'on se connaît pour la plupart depuis des années, le risque de contamination est très faible puisque tout le monde joue le jeu. Ça, tout le monde joue le jeu. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous qui êtes consultant spécialiste des questions de DRH? Est-ce que cette mesure était une mesure, je dirais, de non-retour à un nouveau confinement qui aurait été dramatique? Est-ce que vous l'analysez comme ça? Et est-ce que vous craignez des conflits? Alors, moi, je suis DRH, mais j'ai aussi cette particularité qu'en tant que formateur, j'interviens sur toutes les questions de santé, sécurité et conditions de travail avec la marque ID Prévention, qui fait partie du groupe Ingenium. Et ce que je remarque, c'est effectivement, je partage l'idée de l'infantilisation, c'est que dans bon nombre de cas, on demande aux employeurs d'être hyper responsables et rigoureux, et dans de nombreux cas, on les empêche d'avoir cette attitude de responsabilité. Donc, il y a une forme de paradoxe, mais qui va avec l'actualité, cette précipitation à vouloir mettre des mesures et des mesures en cascade pour, soi-disant, prévenir des risques de récidive permanente du Covid-19. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt prioriser la sensibilisation des salariés sur le port du masque. On le voit aux extérieurs des entreprises, les gens ne portent pas le masque ou très peu, mais ils ne savent même plus sauf dans les villes où il est obligatoire. Et surtout quand le porter. On voit qu'il est porté sous le menton, sous le nez, il est manipulé en permanence toute la journée, on ne se décontamine pas les mains. Et donc on voit quand même que derrière le port du masque, il y a aussi tout un tas de gestes perdus dans l'idée de se préserver. Ça, c'est dommage. Vous nous dites que le masque est devenu finalement un objet du quotidien, un peu comme le smartphone. On le met parce qu'on est obligé. On ne se préoccupe pas trop de savoir si on l'a sali, si on peut le contaminer. Il y a un peu de ça quand même. Puis on ne le change pas, par exemple. Je travaillais encore la semaine dernière dans un environnement hospitalier. Les gens ont un masque 8 heures durant. Ils ne le changent pas. Dans un environnement hospitalier. Dans un environnement hospitalier. Et ils le manipulent, ils le mettent dans la poche, dans des pantalons qui sont souillés, dans des vestiaires qui sont partagés. Parfois, on est 2 à 3 personnes à mettre ses vêtements dans le même vestiaire. On voit bien là qu'il y a un vrai souci de sensibilisation. C'est-à-dire que le port du masque est devenu tellement banalisé que toutes les autres mesures d'hygiène et de sécurité sont devenues accessoires. Et passe finalement en second plan, parce que ce qui domine, c'est le Covid. Un mot, parce qu'on va parler du coût, parce que Marc Sanchez a quand même une interrogation sur le volume. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on garde un masque toute la journée, parce que si on devait en changer, le volume serait... Mais vous à la Fondation Concorde,
est-ce qu'il y a quand même dans l'idée, c'est pas pour prendre la défense du gouvernement, mais l'idée que c'est une mesure intermédiaire pour éviter un nouveau confinement et un nouveau blocage de l'économie qui là serait préjudiciable parce que tout le monde s'inquiétait de cette idée. Un nouveau confinement serait terrible. Alors, fort heureusement, le pays a progressé, donc un nouveau confinement global reste très peu probable, puisqu'on a désormais la capacité de tester, d'isoler, etc., d'identifier les clusters. Et le nombre de cas augmente. Je reviens juste à un mot, ce que vous disiez sur le port du masque, qui n'est pas forcément efficace, au sens ou efficient, au sens médical du terme. On a un peu le sentiment que le port du masque, imposé comme ça, verticalement, pour tout le monde, dans l'entreprise, c'est le village Potemkin des règles sanitaires. C'est-à-dire qu'on dit qu'à partir du moment où on a imposé le masque, on a fait le boulot. C'est absolument pas le cas. Chacun se dit, nous on a imposé le masque, s'il n'y a plus de soucis. C'est ça, la réalité quand même, quand on regarde les postes de travail, c'est qu'il y a une différence entre un ouvrier ou un technicien posté, qui ne rencontre personne, ou très peu de gens, avec un salarié qui lui est en permanence en contact avec du public. Et lui, la CPME dit, mais il aurait fallu peut-être sectoriser. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour moi, c'est une évidence. Les salariés qui contribuent par leur travail à une mission essentielle pour l'État devraient évidemment se voir fournir des masques par la puissance publique. Ça, ce qui n'est pas le cas, on va l'entendre. Absolument pas le cas. Et ce qui est pour moi une évidence. Max, deuxièmement, allez-y Mathias Battino. Un dernier mot sur la verticalité de cette décision. On a ça, c'est ce qui agace le plus. On est censé être dans un nouveau monde. On nous parle du nouveau monde du travail, et ce depuis plusieurs années maintenant. Le nouveau monde du travail, la réalité, c'est que ce sont des mesures qui vont amener à une individualisation du mode de travail. On va aller vers une personnalisation du mode de travail. Vous discutez avec un salarié, il n'y en a pas un qui a le même point de vue que l'autre sur le télétravail. Il n'y en a pas un qui a le même point de vue que l'autre sur le digital. Les êtres humains ont des besoins sociaux qui ne sont pas assouvis par le télétravail. Donc cette individualisation du mode de travail... Et donc un isolement, pour aller un peu plus loin. Bien sûr, des risques qui vont avec. Oui, parce que là, le consultant, il y a ce risque d'isolement, on l'a même vu pendant la période de confinement. Marc Sanchez, avant d'aborder la question de télétravail, parce que c'est le pendant du port du masque, le chef d'entreprise dit, si vous pouvez ne pas venir au bureau, ne venez pas, et organisons-nous pour télétravailler. D'abord un mot sur le coût, parce que vous représentez les indépendants, les toutes petites entreprises. Comment vous gérez cette question de coût ? Parce que c'est un coût pour l'entreprise, c'est une contrainte supplémentaire. Alors déjà sur le coût, on a fait plusieurs études sur le sujet au niveau du SDI. Et il faut savoir qu'entre le masque, le gel hydroalcoolique et aussi le manque de productivité que vous avez forcément, que ce soit dans des métiers comme la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, etc., on estime mensuellement, grosso modo, entre 100 et 150 euros par salarié, donc de coût moyen, pour la mise en place des process. Par mois ? Qu'on supportait déjà d'ailleurs. Donc ce n'était pas tellement là qui était le problème. Maintenant, quand vous appliquez quelques règles mathématiques relativement simples, on constate que pour une entreprise de 10 salariés, grosso modo, le coût de la mise en place de ces process, dont on n'a pas d'ailleurs de fin annoncée, entre parenthèses, c'est entre 8 000 et 10 000 euros par an. Quand vous avez des trésoreries aujourd'hui qui tournent grosso modo entre 3 et 5 000 euros, on va dire, de déficit, c'est un coût qui est énorme, qui est aujourd'hui simplement proposé au financement par une contribution de la sécurité sociale, si mes souvenirs sont bons, ou par quelques régions. Mais quand la ministre a fait l'annonce du masque donc obligatoire, qui maintenant est à la charge officiellement des entrepreneurs, puisqu'avant il n'était simplement que recommandé dans le protocole 1. Là, il est obligatoire. Vous avez effectivement, grosso modo, entre 8 et 10 000 euros à sortir tous les. Si on est sur un vecteur de temps d'une année, tous les ans. Voilà. C'est pas rien. Pour une TPE, c'est pas rien, 10 000 euros. C'est la trésorerie. C'est énorme. Nous, aujourd'hui, on a des entreprises qui sont à 3 4 000 euros près. En termes de trésorerie, on est dans des situations où il y a des entreprises qui sont exsangues, non pas parce que l'activité a rebondi, parce qu'on vous a expliqué là aussi, l'activité a rebondi au mois de juin. Je vous dirais que heureusement qu'elle a rebondi au mois de juin. Oui, parce qu'elle était à zéro au mois de mai. Et que vous avez appris une activité, elle ne peut que rebondir. Oui. Mais les suites et les tendances qu'on a actuellement sont quand même assez alarmantes.
Ouais. La relance de l'activité dans les TPE, elle n'est pas si bonne que ça. Elle est même assez négative. L'expérience des soldes l'a démontré, notamment par une enquête que le SDA a faite aussi sur le sujet. On se rend compte qu'on est à des baisses de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière à la même époque, de moins 40 ou moins 50% dans certains secteurs d'activité. Je pense à l'équipement de la personne notamment, etc. Donc quand vous venez rajouter à ça, en plus, le coût finalement de ces mesures, je peux vous dire, oui, là on passe le stade de l'agacement et on commence à être un petit peu énervé. Vous avez raison. Donc, les moyens ne sont pas mis en adéquation. L'agacement était un mot trop faible, en tout cas, à travers ce que vous nous décrivez, parce qu'il y a à la fois les contraintes économiques subies par le Covid, la crise, plus le surcoût des masques. Mathias Bacchino, qu'est-ce que vous dites sur cette question des masques? Parce que la ministre a dit que ça sera évidemment à l'entreprise de gérer les stocks, de les distribuer aux salariés. Vous y êtes favorable ou vous dites que c'est quand même plutôt à l'État de prendre en charge cette question-là? Un mot du coût pour une PME. On parlait des TPE qui sont effectivement en grande difficulté, on les comprend. Un mot des PME. Le résultat net annuel moyen d'une PME en France en 2016, donc à un moment où ça allait sans doute mieux qu'aujourd'hui, c'était autour de 350 000 euros par an. Le coût annuel de la protection des salariés pour une PME de 30 personnes, c'est quasiment 50 000 euros. Donc vous avez une perte nette près de 20% du résultat net qui s'en va comme ça. Et on parle pour d'un la résultat sécurité net de 2016. Vous imaginez le résultat net des PME en 2020. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, il est évident, première chose, TVA à 0% sur le masque pour tous, ça c'est une évidence. Et à mon sens, exonération de charges pour les TPE, PME qui protègent leurs salariés. C'est une exonération. Ils n'ont pas le choix, de moi, Mathias Bacchino. Ils sont obligés de les protéger. Ils n'ont pas le choix. Et puis, ils veulent les protéger. Un entrepreneur, c'est attaché à son équipe. Il n'y a pas la motivation, l'entrepreneur, de voir ses salariés tout le temps malades, parce que ça a aussi un coût, le coût de la maladie, le coût du remplacement, le coût de la réorganisation. La ministre a dit qu'attention, on parlait tout à l'heure d'infantilisation, les inspecteurs du travail vont se déplacer, ils sont peu nombreux, on le sait, mais ils vont revenir visiter les entreprises. Ils ne le feront pas, non? Vous n'y croyez pas? Suffisamment aujourd'hui. Il y a d'innombrables entreprises qui sont en attente d'accompagnement. Je pense notamment à ces entreprises qui ont des réunions SSCT avec leur représentant du personnel, qui ne voient jamais venir ni l'inspecteur du travail, ni le médecin du travail, ni des professionnels de la CRAMIF ou de la CARSAT, pour notamment obtenir d'autres formes de conseils, d'autres évaluations, parce que quand l'entreprise n'a pas de salariés en difficulté de santé, quand on n'a pas d'exécutivité particulière, quand on arrive à mettre en place la distanciation sociale, qui est une des mesures barrières, le masque, on n'arrête pas de rappeler que c'est un complément, c'est pas en soi une solution. C'est un des éléments. Le plexiglas dont parlait le monsieur est tout à fait approprié, notamment dans des bureaux ouverts, où on peut... on nous dit que c'est la fin de l'open space, là c'est réglé, hop. Alors oui et non, maintenant peut-être qu'on va davantage paysager, peut-être un petit peu plus séparer, prévoir des circuits de circulation pour éviter de se rencontrer dans des endroits un peu trop confinés. Mais il faut surtout rappeler que les salariés doivent être sensibilisés sur pourquoi on fait tout ça et pourquoi c'est important de le conscientiser. Il n'y a pas de pédagogie dans tout ce qu'on vit en ce moment. Là, c'est vertical. On entend vertical. Ce matin, j'écoutais à la radio, vous portez pas le masque, vous risquez la faute, donc forcément la sanction. Juste un mot, vous êtes un spécialiste. Le commerçant qui accueille une personne non masquée, la personne qui rentre paye 135 €, on n'est pas dans l'entreprise. Le commerçant peut, je crois, payer 700 € d'amende. C'est pareil pour une entreprise? Alors, si il est démontré que l'entreprise n'a pas fait en sorte d'obliger ses salariés à porter le masque, elle aussi est comptable. Il y a un risque évidemment de pénalisation ou de répression financière, mais le problème il n'est pas là. Il est que de toute façon on aura des entreprises qui n'auront pas les moyens, on l'a vu aussi dans l'esprit du coût, mais il y aura aussi besoin de suivre les salariés. Les salariés, quand ils sont éclatés, je pense notamment à ceux qui sont itinérants. Moi je travaille beaucoup avec des entreprises où leurs salariés sont itinérants, sont éclatés sur site, vont chez clients, donc sont aussi isolés. Et ils ne sont pas en télétravail, ils travaillent chez le client. Comme des commerciaux par exemple. Ceux-là, on ne leur demande pas de porter le masque. Ils sont dans leur voiture, mais en même temps, ils vont chez des gens, ils reviennent, ils passent leur temps à être en fait, ils le retirent, ils le mettent, ils le retirent, ils le mettent. Et là, il n'y aura pas de contrôle, on ne peut pas l'imaginer. Mathias Bacchino, Fondation Concorde, on l'a dit, mais chef d'entreprise, placement.fr, vous avez des collaborateurs. Bien sûr. Combien, juste pour ceux qui nous regardent, pour être concret, combien de masques par jour, si on veut respecter les règles et pas le mettre dans sa poche, en l'utilisant combien de masques pour une journée? Maximum tous les 4 heures. Exactement. Tous les 4 heures. Donc c'est 2 masques par jour. Par salarié. Par salarié. Il est indispensable que le salarié change de masque en arrivant au bureau, donc mette un masque fourni par l'entreprise. Par ailleurs, on est dans une démarche qui est une démarche d'individualisation. Donc vous avez
bien sûr, chez mesplacements.fr, des salariés qui sont présents sur site parce qu'il y a une activité courrier, il y a une activité qui nécessite de la présence, mais vous avez également des salariés qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, en télétravail. passer en télétravail, bien sûr, à ceci près que l'immense majorité d'entre eux ne souhaitent pas être en télétravail 5 jours par semaine. Jonas Haddad, qui est vice-président de la Fondation Concorde avec moi, avait dit dans une tribune récemment sur le télétravail qu'il fallait qu'on fasse en sorte, en France, que le télétravail ne soit pas qu'un confinement, mais qu'il soit plus que ça. Et donc, c'est tout ce qui nous reste à inventer, et j'ai toute confiance en les entrepreneurs pour le faire. Marc Sanchez, d'un mot, parce que c'est important, vous parliez des commerçants, vous parliez des indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants qui ne peuvent pas, j'allais dire, mettre leurs salariés en télétravail. Il y a du stockage, il y a de l'organisation, il y a de la vente, il y a de la relation client. Comment vous regardez, je dirais, cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir, poussée par la crise Covid ? Écoutez, nous, la problématique du télétravail, c'est un des moyens. C'est pas quelque chose qui est à la mode, qu'il va falloir généraliser, comme on a tendance à nous l'annoncer. C'est-à-dire, en gros, si vous portez pas de masque, mettez vos salariés en télétravail. Il y a des secteurs d'activité où c'est pas possible. Vous parliez des commerçants, mais prenez les artisans, les maçons, les peintres, les métiers du bâtiment, de l'hôtellerie, etc. C'est une vue de l'esprit, le télétravail pour ces entreprises. Évidemment. Donc c'est un outil. Quand l'entreprise a la faculté de l'utiliser et qu'elle peut le faire, tout ça dans un dialogue avec ses salariés, il faut qu'elle le mette en place. Mais ça ne reste qu'un outil, pas plus, pas moins. On est dans des je parlais d'infantilisation tout à l'heure, on est un peu dans le même débat. C'est-à-dire, on va nous expliquer dans nos entreprises, alors vous pouvez dire à vos salariés de mettre le masque, parce que s'ils ne mettent pas le masque, effectivement, ils vont être malades, comme si on avait envie, effectivement, comme ça l'a été. Ça a été rappelé tout à l'heure, que nos salariés soient malades. Vous devez organiser, on va dire, les absences de vos salariés ou le fait qu'on est dans une situation délicate en mettant du télétravail, en n'en mettant pas. Laissez-nous gérer nos entreprises. C'est ça, c'est ce qu'on entend. Ne vous inquiétez pas, on sait le faire. On a une expérience sur le sujet et on va y arriver. On y est arrivé déjà depuis le mars sans vous, par ailleurs. C'est juste une petite parenthèse, mais c'est quand même les entrepreneurs. On sent un peu de colère chez vous quand même. Pardon ? Il y a plus que de l'agacement là aujourd'hui, il y a quand même un peu de colère. Oui, ça suffit parce que ce discours-là, il faut être clair, monsieur, ce discours-là, aujourd'hui, il est en train très clairement d'atteindre la consommation et d'atteindre les consommateurs, notamment dans les commerces, mais aussi dans les entreprises, pour les donneurs d'ordre, d'un point de vue psychologique. Voilà. On pénalise par ce discours. Alors, fondé ou pas, ça ne m'appartient pas de donner des réponses, mais on crée une psychose à la relance économique. Merci Marc Sanchez. Et ça, c'est pas acceptable. Mais on a bien entendu votre colère et vos inquiétudes. Mathias Blatino, avant de nous quitter, un salarié de chez Placement.fr a été contaminé à l'extérieur et vient contaminer votre entreprise sur le plan du droit. Vous allez voir votre avocat, comment vous faites là ? C'est un cluster, on ferme l'entreprise et pourtant le salarié n'a pas été contaminé dans l'espace de l'entreprise. La bienveillance qui prévaut au sein de l'équipe de mesplacements.fr, normalement, ne doit pas rendre possible ce cas de figure, puisqu'un salarié qui a le moindre doute, qui a été exposé, ne vient pas. On a eu le cas déjà par le passé, on a fait des vérifications, et c'est, je dirais, l'humanité assez naturelle des salariés qui s'exprime. Donc, normalement, ce cas-là ne peut pas se présenter. Merci à vous. Vous allez revenir parce qu'on va suivre ce dossier. Il y a un problème de coût, il n'est pas réglé. Et puis un problème de délai, puisqu'on ne sait pas évidemment quand va s'arrêter cette mesure qui a été fixée par la ministre. C'est un vrai sujet. Merci Fabrice Allégoët. Vous êtes formateur en droit social, DRH consultant chez Ingenium Consultant. Et merci à Mathias Blatino d'être venu sur notre plateau. Vous allez revenir, j'en suis sûr, directeur général associé de mesplacements.fr. Vous êtes le vice-président de la Fondation Concorde. Voilà pour le cercle RH. Passons à notre rubrique Bien dans son job avec un avocat. Je vous l'évoquais au début de notre émission. Régulièrement, Emmanuel Burger vient nous éclairer de ces sujets et de ces thématiques. Emmanuel Burger, merci, spécialiste en droit social, avocat au barreau de Paris. Vous nous parlez des emplois protégés. C'est très intéressant parce que là, on est sur des sujets évidemment autour de la protection des salariés. D'abord, tout simplement, un emploi protégé, c'est quoi ? Je dirais plus un salarié protégé. Un salarié protégé. Un salarié protégé, il y a une liste définie par le Code du travail, ça va des membres élus du CSE, du comité social et économique, c'est les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux, et également certains nombres de représentants type conseiller prud'homal qui est par ailleurs salarié d'une entreprise. Tous ces salariés, il y en a d'autres, mais en tout cas voilà, les principales catégories bénéficient d'une protection exorbitante du droit commun.
C'est-à-dire Exorbitante ? exorbitante, oui, vous allez comprendre pourquoi, puisque que ce soit pendant le contrat de travail ou au moment de la rupture, des règles spéciales, spécifiques, très protectrices existent. Typiquement, pour un salarié lambda, le changement des conditions de travail s'impose. C'est-à-dire que le pouvoir de direction de l'employeur règne en la matière. On peut changer les conditions de travail, pas les modifier. Il faut l'accord écrit du salarié. Mais pour un salarié protégé, dont j'ai défini la liste à l'instant, eh bien, que ce soit le changement des conditions de travail, donc, ou la modification, a fortiori, du contrat de travail, donc là, ce qui porterait, porterait sur la rémunération, les horaires de travail, etc., tout ça nécessite l'accord écrit préalable du salarié. Il ne peut pas s'imposer, et si l'employeur passe outre, eh bien, il s'expose à une procédure devant, par exemple, le Conseil de prud'homme en résiliation judiciaire, c'est-à-dire que le salarié saisit le Conseil de prud'homme, demande la rupture du contrat au temps de l'entreprise, et c'est effectivement, probablement, dans cette hypothèse, la nullité du licenciement qui s'imposera avec des conséquences financières dont on pourra parler extrêmement lourdes sur l'entreprise. Donc ça, c'est le cadre. Juste d'un mot, malgré les réformes successives, je pense à celle menée à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, une refonte de l'espace syndical, on n'a jamais touché à ces salariés protégés, ou on a commencé un petit peu à échancrer ce pouvoir dont vous parliez, qui était exorbitant. Il y a eu une concentration au sein d'une seule institution de ce qu'on connaissait avant, comité d'entreprise. Et tout a été rassemblé. CHSCT, tout ça a été rassemblé au sein du CSE, dont je parlais tout à l'heure. Mais on n'a pas touché ce statut. Ce statut n'a pas évolué, et par contre, la jurisprudence, elle, s'est affinée. Parce qu'en la matière, c'est un peu complexe, mais on pourrait résumer de la façon suivante. Vous avez à la fois le juge administratif, qui est garant des éventuelles violations des droits des salariés protégés, et puis le juge judiciaire qui a aussi un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour vous dire, je vous parlais de la vie du contrat, donc compliqué de modifier ou de changer les conditions de travail, il faut l'accord préalable du salarié, pas de modification unilatérale. Par contre, en matière de rupture du contrat de travail, eh bien, il faut une autorisation préalable de l'inspection du travail. Donc là, c'est une autorité administrative. Ça rigole pas. Ça ne, si on veut, effectivement, et en cas de recours, parce que le salarié peut contester la décision qui autoriserait le licenciement, l'employeur peut aussi la contester si elle lui est refusée. C'est le ministre du Travail, c'est le ministère du Travail, et puis ensuite, ça peut aller encore plus loin, en contentieux administratif, dans le tribunal administratif, etc. C'est un sujet passionnant. Pourquoi on protège autant ces salariés, ces syndicalistes, ces représentants du personnel ? Quel est l'intérêt de les protéger autant ? Il est même constitutionnel, c'est-à-dire c'est les représentants des salariés, c'est aussi éviter l'écueil de la discrimination, parfois possible. Le salarié, on a des cas de discrimination syndicale assez évidents, où un salarié avait une progression salariale tout à fait normal par rapport aux autres, et à partir du moment où il est investi de son mandat, on voit des stagnations de salaire, et on voit ce type d'acte. Pas caricaturé, c'est évidemment pas systématique. Il est moins dans l'entreprise, il est plus en délégation parfois, donc il est moins présent dans l'entreprise, plus dans le syndicat. Oui, ce qui peut jouer. Mais en principe, ce sont des choses absolument cloisonnées. Les délégations au type des heures d'élus sont protégées, et typiquement d'ailleurs, l'exercice des fonctions dans le cadre du mandat est sacro-saint, c'est-à-dire qu'en principe, je viens au pouvoir disciplinaire, tout ce qui relève du mandat, de l'exercice des fonctions dans le cadre du mandat, pas des fonctions contractuelles, ne peut faire l'objet de sanctions disciplinaires, sauf abus. Sauf abus. On va venir peut-être un mot sur l'immunité, parce que vous me dites finalement... vous me dites que c'est finalement un salarié intouchable. Alors, on s'est posé la question... Il reste des invités sur le plateau avec moi, ils ont souri, donc... Oui et non. Oui et non, parce qu'on parlait d'immunité totale, la réponse est non. Elle est relative, à mon sens. Pourquoi ? Parce que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif, on en parlait à l'instant, le juge judiciaire va veiller aussi, en cas d'abus, à éviter évidemment qu'il ne se produise et à autoriser des sanctions disciplinaires dans cette hypothèse, l'abus. Mais l'abus est difficile à caractériser. L'abus, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a l'abus, par exemple, trop d'heures de délégation ? Non, parce que ça serait un dévoiement des heures de délégation. Pas trop d'heures de délégation, un dévoiement, c'est-à-dire une utilisation qui ne serait pas, qui serait déloyale. Voilà. On dit qu'il est en délégation, il fait ses courses. Oui, par exemple. On est d'accord. Exactement. Mais c'est assez compliqué à démontrer, mais tout ça, mais c'est un cas. On a les actes de violence. Par exemple, vous avez la beau être dans l'exercice de son mandat, si on dérape de façon violente à l'occasion de celui-ci, on est dans un cas d'abus qui peut être sanctionné par l'employeur et d'une certaine façon confirmé par le juge judiciaire. Le juge administratif, il va veiller à une chose, c'est très important ça. Il va veiller à vérifier si, au fond, la faute qui serait commise par le salarié protégé
n'est-ce pas, et constitue une violation des obligations contractuelles. Je m'explique. Obligation de loyauté, on en parlait, c'est un principe sacro-saint en droit du travail. Bien sûr. Par exemple, même le harcèlement moral. Un salarié protégé, dans le cadre de son mandat, harcèle un collègue. Comment ça marche? Eh bien, dans ces cas-là, le juge administratif, le Conseil d'État, dans un arrêt de 2015, applique le droit commun, là. a considéré que le licenciement était justifié, et on revient d'une certaine façon au droit commun. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette protection, elle a un début, elle a une fin. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. C'est pas à vie, c'est pas. Non, c'est pas à vie. D'accord. Mais il faut savoir que là, il y a des choses trappes pour les entreprises. Il faut savoir qu'à partir du moment où le salarié fait savoir qu'il envisage l'imminence de sa candidature, l'information. Il n'est pas encore il n'est élu. pas encore élu, qu'il informe son employeur, qu'il va l'être ou qu'il va se présenter. Il devient. La protection est déjà en place. C'est-à-dire que si l'employeur est informé avant l'engagement de sa procédure disciplinaire, la procédure, s'il passe tout seul, sans passer par l'autorisation administrative, est nulle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous savez que lorsque le mandat, la durée du mandat expire, vous avez une protection post-mandat. 6 mois, par exemple, pour les membres élus au CSE. C'est-à-dire qu'ils ont leur mandat de 2 ou 4 ans. Et une fois que le mandat se termine, on pourrait penser que la protection s'arrête. Non, elle perdure 6 mois. Et qu'y a-t-il d'intéressant, par contre, en la matière? Et attention, chose trappe là aussi pour les entreprises, c'est que on pourrait, certains employeurs pourraient tenter d'attendre la fin du mandat pour dire je retrouve dans le droit commun ma possibilité de licencier sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Eh bien attention, parce que si les fautes ont été commises pendant le mandat, même si la procédure a été engagée de licenciement après l'expiration de celui-ci, elle peut être contaminée parce qu'on estimera qu'il y a un détournement de procédure et la procédure de licenciement serait nulle à nouveau. Juste un mot, j'ai des invités sur le plateau, profitons-en. Alors, vous êtes évidemment côté Concorde, mais chef d'entreprise. Vous saviez tous ces détails-là? Dès qu'on engage l'idée d'être élu, sans l'avoir été d'ailleurs, on est déjà un emploi protégé. Enfin, est-ce que ça vous semble être abusif ou est-ce que c'est important d'encadrer Une première remarque générale, je salue la présentation très précise de Maître Burger. Je n'ai pas la chance d'être agrégé en droit social, je suis entrepreneur. Oui, vous avez cette réalité. Il se trouve qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai ces notions-là qui m'ont été inculquées forcément puisqu'on est confronté à la situation. Une première remarque, simplification. C'est ça. Pitié. Simplification. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, le CSE, dans une petite boîte, avec des représentants élus du personnel indépendants, c'est extrêmement utile. Ça vient limiter le pouvoir du chef d'entreprise qui serait abusif. La représentativité des syndicats nationaux est un autre sujet qui n'est pas le lieu de débat d'aujourd'hui. C'est exact. Mais là, c'est la casquette Concorde qui reprend le dessus. Et je trouve que dans les pays nordiques, les syndicats de service ont sans doute quelque chose à apprendre aux syndicats français. Voilà, c'était notre rubrique Bien dans son job. Avec ces salariés protégés, on a appris plein de choses. Fabrice Allégouette, je vous n'aurai pas la parole, malheureusement. Vous reviendrez. Mais c'était très intéressant de découvrir ces subtilités juridiques que ne connaissent pas forcément peut-être les patrons de PME ou les patrons qui démarrent, qui créent leur entreprise. C'était notre rubrique Bien dans son job. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission façon puzzle. On sait tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi chaque jour en direct évidemment pour faire un point sur les chiffres, sur l'environnement de l'emploi aussi, sur les évolutions aussi de la manière dont on aborde un emploi. Avec moi Julien Morisson, vous êtes fondateur du cabinet BE, merci d'être avec nous. Vous avez, alors c'est très intéressant, je connais les artistes, les chanteurs, les musiciens, les joueurs de foot, ils ont un agent, c'est-à-dire qui représente leurs intérêts financiers, artistiques. Vous dites, un cadre dirigeant ou un cadre supérieur, il peut se doter aussi d'un agent. C'est ce que vous avez inventé. Comment vous êtes venu cette idée? Alors en fait assez simplement, à la base moi je suis juriste en fait de formation, mais j'ai surtout exercé en qualité de directeur de ressources humaines, alors dans des grands groupes principalement, et j'ai toujours été assez étonné lorsque j'étais amené à organiser des départs, que les cadres étaient assez finalement seuls et avaient les mêmes typologies de questions sur comment je négocie un départ, comment ça marche en termes de réseau, et comment je vais rebondir pour la suite, est-ce que j'ai les compétences adéquates. Et je me suis dit, lorsque j'étais sollicité, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un finalement qui me suit durant toute ma carrière et qui pourrait répondre à ces questions-là? Et c'est comme la série, c'est 10%?
C'est pas 10%. Non, parce que c'est la série télé, c'est 10%. J'adorerais. C'est ça, c'est pas 10%. Non, c'est pas encore 10%. On prend effectivement un pourcentage de la future rémunération. Comme un agent. Comme un agent. Je me suis vraiment beaucoup inspiré finalement de ce métier que je trouvais tout à fait pertinent en termes de représentation. Et l'idée, ça a plus été de se dire, mais pourquoi il n'y a pas un conseil et on intervient et on oriente. C'est-à-dire que quand on a des questions juridiques, on travaille avec notre avocat. Chaque contrat de travail est relu par les avocats avec lesquels on collabore. Dès qu'on a un point sur la formation aussi, on oriente. Et donc, je suis vraiment beaucoup inspiré de ce qui existait pour ce modèle économique, effectivement. Avec j'allais dire un peu de calinothérapie, parce que quand on a un agent, j'ai un agent, on a besoin de lui parler, parfois de lui faire partager un sentiment, une angoisse, un moment un peu de doute. Ça arrive effectivement, surtout dans cette période où on peut avoir des gens qui s'interrogent sur leur métier, sur est-ce que je reste, est-ce que je pars de la Paris, ça arrive. Oui, c'est des questions un peu personnelles, métaphysiques. Exactement, ça peut être soit des questions personnelles ou c'est aussi le cas de personnes qui s'interrogent sur le fait d'être un peu isolé dans une entreprise et parfois qui ont tendance à suranalyser. Et donc à ce titre-là, mon passé de DRH me permet de dire, tu sais, je sais qu'actuellement dans ton entreprise, il y a une réorganisation. Donc attends, on fait preuve un peu de mansuétude. On va attendre un peu avant d'envoyer le mail. On va co-rédiger ensemble le mail. Nous, on est cachés. Hein. Vous freinez. On temporise, on relativise des choses. Vous adoucissez s'il faut. Exactement. On fluidifie, en tout cas au maximum, les relations, toujours en étant cachés, parce que voilà. Vous êtes comme les agents, il faut savoir l'état du marché, il faut connaître les réseaux, c'est ça Exactement. Votre force. Nous, on n'est pas dans la pensée magique, donc on dit les choses, alors parfois ça fait plaisir, des fois ça fait un peu moins plaisir, sur la réalité de la rémunération, ça fait partie évidemment des points que nous sommes censés aborder, mais aussi sur les réseaux, il y a des métiers qui sont effectivement pénuriques, d'autres qui le sont moins, des compétences qui sont devenues obsolètes, et on dit, on n'accepte pas tout le monde, c'est aussi, on fonctionne comme un agent, une personne sur 3 environ qu'on ne va pas représenter, parce qu'on soit on ne croit pas dans le projet, soit on pense que la rémunération est décalée, soit les compétences le sont aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on est amené souvent à dire aux gens plus jeunes d'investir sur leur formation parce qu'on ne refait pas le passé. Donc, on peut construire l'avenir, mais je ne refais pas forcément une carrière en amont. Et d'un point de vue très technique, vous avez un statut d'agent ? Il existe un statut d'agent pour les cadres dirigeants ? Parce que les agents de football, les agents d'artistes ont un statut d'agent. Exactement. Alors, non pas pour le moment. Avec une fiscalité particulière. Alors, pas pour le moment. Ce métier-là, effectivement, a été créé ex nihilo. Oui. Pour le coup, donc je vais dire, on avance en marchant. Peut-être, en tout cas, moi je milite dessus pour travailler sur une formation ad hoc. En tout cas, je vais m'y concentrer pour la rentrée de septembre qui va être assez dense. Je crois beaucoup dans ce métier. Je pense que demain, si chacun avait un agent, en réalité, ça changerait la physionomie des choses. Et notamment, on en a une cliente là, qui part en Australie et je sais qu'on échange avec une chasseuse de tête, puisque nous, nos partenaires, nos amis, ce sont les DRH et les chasseurs de tête. Vos profils, c'est cadres dirigeants, chefs d'entreprise ? Oui, cadres supérieurs ou des potentiels. On ne fait pas de non-cadre parce que ça s'y prête pas pour le moment. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment des cadres avec qui on se dit qu'il y a un potentiel à venir. Et donc, nous, on va co-construire. Donc, on va mettre du lien, Et donc, on appelle quelqu'un qui va dire, je travaille chez Total, voilà, pour l'exemple. On va appeler des gens qui s'y trouvent et on va les mettre en lien. Puisque notre modèle économique est à rebours des entreprises actuelles. Nous, l'entreprise, c'est pas elle qui nous facture. Donc, c'est totalement différent en termes de mécanique. Celui qui vous facture, c'est le client. C'est le talent qu'on représente. Oui, exactement. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et il y a une obligation de résultat pour terminer. Le client dit, mais écoutez, moi, vous n'avez pas réussi à me trouver le job, quoi. Alors, il n'y a pas une obligation de résultat dans la mesure où on ne fait pas que du job. Donc, on travaille sur l'ensemble de la carrière, mais le contrat est d'1 an. Donc, en 1 an, on a quand même le temps de faire un certain nombre de choses. Et donc, c'est le rôle en amont de l'agent de bien vérifier que le profil que l'on accepte a un potentiel. Après, bien sûr, en fonction d'arrêté de marché, eh bien, les choses sont plus ou moins longues. Mais global, on a à peu près, en termes de ratio, à peu près 2/3 des personnes qui sont en poste, 1/3 qui est à la recherche. Et pour l'instant, sur 10 personnes environ, on va repositionner 8 personnes sur 10. Donc une bonne statistique. Une bonne statistique, effectivement. Merci Julien Morisson, vous êtes fondateur cabinet BE, vous êtes le premier agent des cadres dirigeants, puisque vous êtes en train d'inventer ce métier en France. Ça existe peut-être aux États-Unis, je ne sais pas si vous aviez fait du benchmark. Je n'ai pas vu, à ma connaissance, mais je serais ravi. Donc on a vécu une première mondiale sur le plateau de Bismarck. Je crois qu'on peut dire ça. On peut le dire. Voilà, c'est la fin de Smart Job. J'ai été ravi de vous accompagner ce matin en direct. Je vous retrouve demain en direct, évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes et à demain.